Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place ce matin à l'audition de Chantal Joanneau, qui est la candidate présentée par l'Élysée pour devenir présidente de la Commission nationale du débat public. Alors Chantal Joanneau est une ancienne sénatrice UC, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Elle avait pourtant annoncé quitter la vie politique il y a quelques mois, cela pour tenter la grande aventure du privé. Et bien néanmoins, voilà qu'elle est présentée par l'Élysée pour devenir présidente de la Commission nationale du débat public. Cette commission a été créée en 1995. Elle a pour objectif de veiller à la participation du public au processus d'élaboration de grands projets d'aménagement public. Cela dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques, qu'ils vont avoir des impacts significatifs sur l'environnement ou encore l'aménagement du territoire. C'est dire si cette commission a aujourd'hui un rôle stratégique, alors que l'on voit le renoncement de l'État au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cela après des décennies de polémiques, cela alors qu'il y a de nouvelles ZAD qui se constituent face à d'autres projets d'aménagement du territoire, que l'on voit encore monter un vaste mouvement de contestation du projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Tout de suite donc, place à l'audition de Chantal Joanneau. Donc le premier point, vous le savez, c'est l'audition de Chantal Joanneau, qui est candidate proposée aux fonctions de présidente de la Commission nationale du débat public, autrement dit la CNDP. Je rappelle à mes collègues, notamment les plus nouveaux, que nous procédons à cette audition en application de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution, qui prévoit pour un certain nombre de postes une audition préalable des candidats pressentis par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette audition est publique, elle est ouverte à la presse. En revanche, à l'issue de l'audition, les personnes extérieures à la commission devront se retirer pour que nous puissions procéder à un vote à bulletin secret. Et le dépouillement aura lieu simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et comme je crois que Mme Joanneau est auditionnée cet après-midi à 16h30 à l'Assemblée nationale, nous ne pourrons dépouiller qu'aux alentours de 18h. Je le dis à mes collègues qui souhaiteraient être présents pour le dépouillement. Je rappelle également que la nomination à la présidence de la Commission nationale du débat public ne pourrait pas avoir lieu si 3/5 des suffrages exprimés à l'Assemblée nationale et au Sénat étaient contre cette nomination. Voilà pour le rappel des règles de fonctionnement de cette audition. Quelques mots pour présenter Chantal Joanneau, même si elle n'est pas totalement inconnue dans cette maison, où elle a siégé de 2011 à 2017. Elle a siégé dans notre commission. Elle a été également présidente de la délégation aux droits des femmes. Je rappellerai brièvement et rapidement quelques éléments de son parcours. Elle a exercé des fonctions au ministère de l'Intérieur, elle a été sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, ça je le dis pour Alain Fouché. Elle a été auprès de la préfète de région Poitou-Charentes. Chantal Joanneau a été également au cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, comme conseiller technique en 2003. En 2006, vous êtes devenue directrice de cabinet de la communication du président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Vous avez été également au cabinet du président de la République Nicolas Sarkozy en 2007 comme conseillère pour le développement durable, avant d'être nommée présidente de l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, dont nous auditionnerons cet après-midi le candidat pressenti. Vous êtes resté moins d'un an à ce poste, puisqu'en janvier 2009, vous avez été nommé secrétaire d'État à l'écologie, puis ministre des Sports en novembre 2010. Sénatrice de 2011 à 2017. Vous avez également siégé au sein du Conseil régional d'Île-de-France comme conseillère régionale, puis comme vice-présidente à partir de la fin de l'année 2015. Et puis en 2017, vous avez décidé de ne pas vous représenter et de quitter la vie publique pour rejoindre le privé. C'est ce que vous nous avez annoncé en tout cas. Votre retraite de la sphère publique a été relativement brève, ce qui nous permet d'avoir le plaisir de vous retrouver ce matin. La CNDP, pour ceux qui n'auraient pas ces éléments en tête, est donc une autorité administrative indépendante qui a été créée en 1995 et qui a pour mission d'organiser la consultation du public
en amont de l'élaboration de certains projets, plans ou programmes à travers la tenue de débats publics ou de concertations préalables sous l'égide de garants. C'est une mission importante, c'est un rôle important, puisque l'association des citoyens au moment de l'élaboration des grands projets est quelque chose d'extrêmement utile pour assurer leur acceptabilité. Cette participation du public en amont est complémentaire à celle qui existe en aval, au moment de l'autorisation des projets par le biais des enquêtes publiques ou de la consultation publique. Le rôle de la CNDP a été récemment renforcé par une ordonnance du 3 août 2016 qui a réformé les modalités de participation du public. Je rappellerai qu'on a ratifié récemment cette ordonnance en reprenant en grande partie les préconisations faites par la commission présidée par notre collègue Alain Richard. Cette réforme a notamment conduit à élargir les cas de saisine obligatoire et à créer un droit d'initiative au profit des citoyens, des parlementaires et des collectivités territoriales ainsi que des associations de protection de l'environnement qui peuvent désormais saisir la Commission pour lui demander d'organiser une consultation. Avant de vous laisser la parole, Madame Joanneau, je voudrais juste que vous puissiez nous exprimer dans votre propos, bien sûr, vos motivations par rapport à cette présidence de la CNDP. Et puis aussi que vous puissiez nous donner votre vision du rôle de la CNDP aujourd'hui et puis des évolutions attendues. On sait qu'un certain nombre de personnes s'interrogent sur une éventuelle fusion avec le CESE. Vous nous donnerez sans doute votre avis sur ce point. Et puis je pense que vous nous donnerez aussi tous les éléments nous permettant d'être certains de l'impartialité qui sera la vôtre dans ces fonctions, puisque c'est des fonctions dans lesquelles vous pourrez être amené à animer des débats sur des sujets sur lesquels vous avez eu à vous prononcer dans vos fonctions passées. Je pense par exemple à la programmation pluriannuelle de l'énergie ou à des projets qui peuvent concerner l'Île-de-France, comme les projets d'infrastructures olympiques. Voilà ce que je voulais indiquer avant de vous laisser la parole et avant, bien sûr, que nos collègues ici présents vous posent toutes les questions qu'ils souhaiteront vous poser. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je ne peux pas dire chers collègues. Déjà, c'est un plaisir de vous retrouver, surtout dans cette salle, puisque effectivement, vous l'avez rappelé, c'était la première salle, c'était la première commission à laquelle je participais. Alors, je reviendrai sur les raisons de la brièveté de mon passage, effectivement, dans le secteur privé. Mais d'abord, peut-être commencer sur pourquoi le débat public et pourquoi la CNDP est effectivement une mission et un poste qui m'intéresse particulièrement. Pour une raison très simple, c'est que quand on s'engage sur des questions environnementales, de développement durable et d'aménagement du territoire, on est systématiquement, à un moment ou à un autre, confronté à cette question du débat public, à non seulement l'acceptabilité des projets, mais peut-être plus encore leur faisabilité, dans quelle mesure ils impactent les populations, pour qui un projet sera soutenable ou pas soutenable, et de pouvoir justement précisément identifier quelles sont les parties prenantes, les intérêts en présence, les personnes qui seront perdantes, les personnes qui ne pourraient pas s'adapter à un projet, et à l'inverse, celles pour qui effectivement il n'y a pas de difficulté pour pouvoir s'adapter. C'est systématiquement au cœur des questions environnementales, dès lors que la plupart des sujets que vous évoquez d'ailleurs dans la commission, que l'on a évoqué dans la commission, touchent la nécessité de modifier les comportements, la nécessité de changer parfois des modèles de production, de changer parfois des modèles de société, et par conséquent d'avoir des débats assez larges, le plus en amont possible, pour savoir comment construire ces politiques ou comment construire ces projets. Donc la question du débat public, elle se pose de manière presque inhérente à l'environnement et à l'aménagement du territoire, et quand on s'intéresse à ces questions, on y est systématiquement confronté. Le deuxième élément, c'est que de fait, dans ce parcours professionnel assez divers que vous avez rappelé, j'ai eu justement l'occasion, même la nécessité d'expérimenter ces différentes techniques de concertation ou de participation ou de consultation, ce n'est pas exactement la même chose, pour élaborer des politiques ou pour élaborer des projets. Pas tellement, évidemment, dans le secteur préfectoral, puisque dans le monde préfectoral, la décision que l'on prend
elle est d'abord motivée par la responsabilité première du préfet, qui est de garantir la sécurité sous tous ces aspects. Donc, on est dans des missions tout à fait régaliennes, un petit peu différentes, mais plus au sein des collectivités. Au sein du Conseil général des Hauts-de-Seine, par exemple, on avait utilisé une méthode qu'on avait appelée des États généraux, non pour valider une politique, mais pour demander à la population de hiérarchiser les priorités de la politique qu'on voulait mener et de nous dire qu'est-ce qui est pour vous le plus important, quel projet est le plus important. Donc on avait expérimenté des techniques, que ce soit des techniques de consultation par Internet, mais aussi l'organisation des débats avec les élus locaux dans différents endroits. Et on avait même organisé des conférences de consensus, c'est-à-dire on recrutait des citoyens représentatifs pour leur demander leur avis sur différents projets et participer à la construction. Donc ça avait été une expérience assez enrichissante et on avait réutilisé une autre technique très différente dans le cadre du Grenelle de l'environnement, puisque le Grenelle de l'environnement, on était aussi confronté à une nécessité qui était de dire, vous vous souvenez qu'à l'occasion de la campagne électorale, le candidat avait dit « nous allons, avec les associations environnementales, construire une politique ». Ça, c'est la déclaration. Ensuite, il faut la mettre en œuvre. Et il faut trouver les moyens que dans cette construction, on ne soit pas dans un débat qui soit les pour opposés aux contre ou vice-versa, et qu'on soit donc dans un débat qui soit le plus ouvert possible, qui rassemble l'ensemble des parties prenantes. D'où cette construction au fur et à mesure du Grenelle de l'environnement, ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle le dialogue à 5, avec des parties représentatives les plus équilibrées possibles, et qui est une technique de construction de la politique qui a été ensuite réutilisée dans d'autres domaines. Par exemple, dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques, on avait essayé ce type de dispositif et que le Conseil d'État, dans son rapport de 2011, a reconnu comme une technique particulièrement intéressante. Donc ce sont quelques exemples. Je pourrais aussi vous citer en tant que vice-présidente à la région sur les projets d'aménagement, puisqu'on avait mis en place une politique pour soutenir des quartiers innovants et écologiques, avec toutes les difficultés que peuvent poser des quartiers innovants et écologiques. Et donc, dans les choix de projets que nous soutenions, il y avait systématiquement la nécessité de voir comment le porteur de projet avait en amont associé la population à sa construction et fait en sorte effectivement que ce soit le plus porteur de bénéfices pour l'ensemble de ses concitoyens. Donc c'est une expérience qui fait que aujourd'hui, je trouve que si on veut aller encore toujours plus loin sur les questions environnementales, d'aménagement du territoire et de développement durable, parce que fondamentalement, quand on parle de débat public, on parle de développement durable, il y a la nécessité de trouver toujours le meilleur moyen d'organiser un débat public pour qu'il soit utile. Et c'est quand même ça, fondamentalement aussi, quand vous me demandiez tout à l'heure pourquoi être présidente de la CNDP, pour que ce soit utile. Utile aux porteurs de projets, utile aux élus, utile à la population, utile à l'ensemble des parties prenantes. Alors, la deuxième question que vous m'aviez posée, c'est sur ma vision de la CNDP et des orientations de la CNDP. Ce serait un peu prétentieux de ma part de tout de suite vous donner mon plan stratégique pour la CNDP, mes orientations, dès lors que il faut d'abord pratiquer, il faut d'abord surtout voir quelles vont être les conséquences de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l'ordonnance d'août 2016 qui sont quand même importantes. Il y a eu un fort élargissement, vous l'avez dit, des motifs de saisine obligatoires, mais aussi de l'ensemble des droits d'initiative, que ce soit les droits d'initiative des citoyens ou des associations, qui font que le champ de la CNDP va quand même profondément s'élargir. Et la priorité première de l'année à venir, c'est de mettre en œuvre ces dispositions et de les évaluer. Et de voir effectivement en quoi elles contribuent au débat public, en quoi elles contribuent à la mise en œuvre de projets ou de politiques, puisque aujourd'hui la CNDP peut aussi intervenir en amont, évidemment, sur des débats publics, mais c'est vraiment la priorité première de l'année, d'être certain que l'on va mettre en œuvre ces dispositions et de les évaluer. Et dans l'évaluation, d'ailleurs, ce sera assez intéressant de débattre avec l'ensemble des porteurs de projets, maîtrises d'ouvrage et les parties prenantes de la CNDP de comment on évalue. C'est-à-dire en quoi on peut juger qu'un débat est efficace
un débat public est efficace ou n'est pas efficace. Parce que trop souvent, on entend un débat public, ah oui, ça marche bien le débat public parce qu'on a tant de projets ont été arrêtés. Non, le débat public fonctionne bien si, au contraire, il peut contribuer à enrichir des projets, à enrichir des programmes, et non à les arrêter. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir cartographier vraiment l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des intérêts, et de faire en sorte ensuite que la décision soit prise au regard, avec l'éclairage de l'ensemble de ces données. Sur un élément assez fondamental de la CNDP, c'est son impartialité et sa neutralité. Et vous avez absolument raison de me poser la question, de me dire, vous venez évidemment d'un monde politique, donc forcément on prend des positions sur l'ensemble des projets et sur l'ensemble des politiques. Ça fait partie de notre mission quand on fait de la politique. Et en quoi demain, en tant que présidente de la CNDP, vous pouvez garantir son impartialité et sa neutralité, qui est le cœur de la CNDP. C'est-à-dire que la CNDP aujourd'hui est reconnue comme acteur parce que c'est un tiers garant du débat public, garant de l'objectivité des informations qui sont transmises, avec la possibilité en plus aujourd'hui de demander des expertises complémentaires, garant que l'ensemble des informations sont sur la table, que l'ensemble des opinions vont pouvoir s'exprimer. Ça aussi un point important, que ce ne soit pas systématiquement les mêmes qui s'expriment, mais que toutes les opinions auront la même dignité d'existence et le même droit à pouvoir être ensuite écoutées, et garant que on fera en sorte que ces opinions soient ensuite suivies dans la durée et que la concertation dure donc jusqu'à la phase aval, qui est la phase de l'enquête publique. Donc l'impartialité, elle est vraiment consubstantielle à l'efficacité et à la CNDP, et puis c'est une autorité administrative indépendante. Alors, l'impartialité, elle est déjà garantie par le mode de fonctionnement de la CNDP, puisque vous savez qu'il y a 25 membres qui sont représentants, qui sont nommés en fait par les institutions qu'ils représentent, donc ils sont nommés de manière totalement indépendante, et qui sont représentatifs de l'ensemble des parties prenantes de la société, acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs associatifs, élus et les acteurs administratifs, puisque le Conseil d'État, la Cour de cassation ont par exemple des représentants. Donc ce mode de fonctionnement qui fait qu'au sein de la CNDP, nous avons des acteurs pluralistes avec des avis contradictoires, déjà est la première base de garantie de l'indépendance de la CNDP. Deuxième élément, les membres de la CNDP aujourd'hui s'engagent tous autour d'une charte de la déontologie. D'ailleurs, il sera important demain que cette charte de la déontologie, qui garantit l'absence de conflit d'intérêts, puisque dès lors qu'on s'engage sur un débat, on ne doit pas avoir de conflit d'intérêts ou d'intérêt quel qu'il soit dans le cadre de ce débat, il sera important que ce principe-là soit acté, signé pour l'ensemble des parties prenantes de la CNDP, que ce soit dans le cadre des présidences de commissions particulières ou des garants demain. En tant que présidente, il est évident que je ne peux pas présider de commission particulière de débat public. Et il est évident que par conséquent, je n'ai pas, d'une manière ou d'une autre, à interférer dans les débats publics qui pourraient un jour concerner des projets que j'ai pu connaître dans ma vie politique ou ma vie professionnelle d'ailleurs. Et puis, le quatrième élément, c'est que, très honnêtement, si je prends ce rôle, c'est au contraire pour essayer d'en garantir la plus grande neutralité, la plus grande impartialité. Il est hors de question demain pour moi d'exprimer un quelconque avis, une quelconque opinion sur les projets qu'on aurait à connaître au sein de la CNDP. C'est pas mon rôle. C'est le rôle des élus, c'est le rôle des associations, c'est le rôle des autres parties prenantes, mais ça n'est absolument pas mon rôle. Mon rôle, moi, c'est de garantir que les conditions du débat public sont réunies, que les conditions justement de son objectivité, de sa pluralité, de son indépendance sont réunies. Ça n'est surtout pas de prendre position. Et donc, quand j'avais déclaré « vous n'entendrez plus parler de moi », c'est vrai. Et ça reste vrai. Il n'est pas question que je fasse la moindre déclaration, qu'elle soit politique ou autre, sur l'ensemble de ces projets. J'espère que ça aura en partie, en tout cas, répondu à vos différentes questions. Je pense qu'on aura échangé peut-être aussi sur l'ensemble des réformes qui sont à venir, dont les réformes constitutionnelles, mais ça, je pense que vous poserez des questions, très logiquement.
Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Mandelli. Monsieur le Président, Madame la candidate, alors c'est toujours difficile quand on connaît le candidat pour avoir travaillé aux côtés de Chantal dans le cadre de la délégation. J'ai une double question en réalité, parce que je ne fais pas partie des élus qui fréquentent les arcanes du pouvoir. Vous aviez indiqué que vous alliez donc effectivement, comme l'a dit le Président, quitter la sphère publique. Comment on devient candidat ? Est-ce qu'on est sollicité ? Comment s'est passé votre séjour bref dans le privé ? Est-ce que vous avez décidé de partir, de quitter le privé parce qu'il y avait cette opportunité ? Ou est-ce que, enfin voilà, quelles sont les raisons ? C'est peut-être indiscret, mais est-ce que c'est vous qui avez été sollicité ? Est-ce que voilà, comment les choses se sont passées ? Et puis deuxième question, ça concerne le statut. Le statut de la présidente ou du président de cette commission nationale, c'est une présidence, donc statutairement, est-ce qu'on est fonctionnaire, est-ce qu'on a un autre statut, et enfin voilà, et au-delà de ça, évidemment, il y a la question du fonctionnement, du budget, de la rémunération, enfin comment tout ça fonctionne. Moi je suis un béotien, je découvre donc cette commission, voilà, j'aimerais connaître un peu tous ces deux éléments. Bien. En complément d'ailleurs de la question de Didier Mandelli sur la manière dont vous avez pu être amené à être choisi comme candidate, c'est vrai que la question est d'autant plus justifiée qu'on, sur les précédentes nominations, on nous avait expliqué qu'il y avait eu des processus différents de ce qui se passait autrefois, qu'il y avait eu plus ou moins des cabinets de recrutement. On nous avait dit ça notamment, je crois, au moment où on avait auditionné la candidate pressentie pour la présidence de la RATP. Donc je dis ça en complément de la question de Didier Mandelli. Et en complément de la question de Didier Mandelli, je me permettrai de souligner le récent rapport de la Cour des comptes sur les autorités administratives indépendantes et notamment sur les conditions de rémunération du personnel globalement et des dirigeants. Donc je pense qu'il y avait aussi ça dans la question de Didier Mandelli. On va faire... Merci. Alors... Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, déjà, comment est-ce qu'on devient candidat ? Donc, dans le secteur privé, puisque vous savez, j'étais dans un cabinet on dit de chasseurs de tête, c'est pas très heureux, surtout dans une commission en charge de l'environnement, mais c'est dans un cabinet de chasseurs de tête, effectivement, c'était extrêmement intéressant. Il y avait toujours une petite frustration, qui est qu'on acquiert quand même une grande expertise, une grande expérience dans nos différentes fonctions publiques. Et il y a toujours un regret finalement de ne pas la capitaliser. Et il n'y avait pas grand-chose de transposable d'ailleurs de l'un à l'autre. Et puis, quoi qu'il advienne, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Quand on s'est occupé à un moment ou un autre d'intérêt général, on a toujours le cœur qui balance du côté de l'intérêt général. Et on a toujours un petit pincement au cœur. Donc, il se trouve effectivement que je connais encore beaucoup d'acteurs dans la sphère publique qui m'ont dit, tiens, la présidence de la Commission nationale du débat public va arriver à échéance le 22 mars, puisque l'actuel président arrive à échéance d'âge. Et est-ce que ça vous intéresserait ? Et je dis, c'est un poste honnêtement qui ne se refuse pas. Quand on a participé à la sphère publique, c'est un très joli poste, extrêmement intéressant, avec quand même énormément d'enjeux qui sont politiques au sens large, pas au sens le plus large. Et donc c'est vraiment un poste qui ne se refuse pas. Et très honnêtement, j'ai dit, c'est un poste qui ne se refuse pas. Et j'en ai pas entendu parler. Et donc j'en avais plus entendu parler ensuite, jusqu'à ce qu'un communiqué de presse de l'Élysée soit publié. Donc voilà, ça c'est sur la méthode, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Sur les conditions, sur l'ensemble des conditions statutaires,
Alors, en tant qu'autorité administrative indépendante, c'est un poste public. C'est pas un poste de fonctionnaire. Moi, il se trouve que je suis fonctionnaire à la base, puisqu'à la base, je suis administrateur civil. Mais ce n'est pas un poste de fonctionnaire. C'est un poste public et indépendant. On est nommé pour 5 ans. Les autres membres, d'ailleurs, de la CNDP sont aussi nommés pour 5 ans. Je sais que les conditions de rémunération, qu'il y avait eu un projet de décret pour fixer les conditions de rémunération du président et du vice-président. Je n'ai pas réussi à savoir s'il avait été publié. Donc, en réalité, en général, sur les conditions de rémunération, c'est un dialogue avec le secrétaire général du gouvernement, puisque ce sont des autorités qui relèvent du Premier ministre, même si budgétairement, là, c'est rattaché au ministère en charge de l'environnement. Je ne fais pas ça pour l'argent, parce que les conditions de rémunération sont très éloignées de ce que j'avais dans le privé. Donc c'est vraiment pas une question de rémunération, c'est vraiment l'intérêt du poste qui peut me motiver. Sur le budget de la CNDP, vous avez à en connaître tous les ans, puisque dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances, alors il est dans le budget du ministère chargé de l'environnement, même si normalement c'est une autorité indépendante qui relève du Premier ministre. Les conditions budgétaires font que, en tout cas pour l'année à venir, compte tenu de l'ampleur des réformes qui ont été actées dans le cadre des ordonnances qui viennent donc d'être publiées, il est bien difficile de calibrer le budget. A priori, il n'y a pas aujourd'hui au sein de la CNDP de difficultés budgétaires particulières qui ont été signalées. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Mandelli? Oui. Très bien. Donc je vais donner la parole. Je vais donner la parole à Mme Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Joanneau, chers collègues. Effectivement, c'est toujours agréable de vous retrouver dans ces lieux. Moi, évidemment, je me félicite que le précédent gouvernement ait permis l'élargissement du champ de compétences de la CNDP, en particulier pour une meilleure contribution au débat public sur les grands projets d'aménagement. Donc, vous avez dit combien le rôle et les prérogatives de la CNDP étaient devenus importants. Vous avez rappelé, parce que évidemment c'est inhérent même à la structure, la nécessité et le caractère indispensable de la neutralité et de l'impartialité. Alors moi je voulais vous poser une question, vous donner un exemple d'un des sujets qui aujourd'hui est au cœur de l'actualité, et pourriez-vous nous préciser comment sur ce type de sujet, mais bien c'est un exemple, sur d'autres, la CNDP pourra être garante d'une approche impartiale. Il s'agit donc de l'organisation de la concertation préalable sur les 4 façades maritimes. Or aujourd'hui, au Sénat même et dans cette commission, on mène une réflexion importante sur les aspects, les problématiques liées au littoral, avec donc la nécessité pour la CNDP d'assurer une vraie collaboration, une vraie concertation avec les collectivités territoriales, avec les maîtres d'ouvrage, avec les porteurs de projets, et comment sur ce sujet-là, par exemple, entendez-vous travailler à une conciliation sur les usages de la mer, du littoral, sur la place de l'innovation, de la recherche, pour permettre le développement économique, pour permettre aussi de réfléchir aux enjeux humains, aux enjeux environnementaux. Voilà, j'aimerais que sur cet exemple-là, vous nous précisiez votre perception de la capacité à garantir l'impartialité et la neutralité de la CNDP. Je vous remercie. Alors, sur ces débats, comme je le disais, d'abord, le plus important est de garantir la neutralité des personnes à qui on va donner la charge de l'organisation de la concertation. Et comme je le disais tout à l'heure, il est important que les règles qui ont été appliquées aux membres de la CNDP, donc de l'organisation entre guillemets centrale, soient appliquées aux membres, aussi à l'ensemble des membres qui seront d'une manière ou d'une autre les représentants de la CNDP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et qui est sans doute le plus fondamental, c'est qu'il ne faut pas se tromper de rôle et de mission quand on parle de la CNDP. La CNDP intervient
en amont, vraiment en amont. Elle n'est pas décisionnaire. Elle n'a aucun rôle pour orienter le choix de la décision finale. Elle a un rôle qui est de cartographier, autant que si je peux utiliser ce terme, c'est pas idéal, mais de cartographier, l'ensemble des parties prenantes, des intérêts en présence, de leurs arguments, et de pouvoir les recenser. Donc effectivement, le recensement en amont de qui sont les parties prenantes, et de le faire avec l'ensemble, que ce soit avec les élus, les maîtres d'ouvrage, et les représentants associatifs locaux est un moment fondamental. Mais quand la CNDP intervient, que ce soit dans le cadre d'une concertation ou d'un débat public, son rôle n'est pas ensuite d'émettre un avis sur qui a raison, qui a tort. Son rôle est vraiment de cartographier et de vous permettre ensuite, à vous, en tant qu'élu, en tant que décideur, que ce soit une autorité administrative ou une autorité politique, de pouvoir ensuite prendre la décision. Et c'est dans cette dans cette triple garantie, l'absence évidemment de conflit d'intérêts, l'impartialité des personnes qui sont en charge des débats, le fait de cartographier de manière la plus large possible, donc c'est cette logique d'expertise pluraliste et contradictoire, mais de la plus large possible les parties prenantes, et ensuite de bien veiller à ne jamais dépasser son rôle, que la CNDP garantit son impartialité et sa neutralité. C'est vrai pour ces débats, qui sont des débats, je le sais, particulièrement sensibles, mais la plupart des débats qui sont confiés d'ailleurs à la CNDP, en général, sont des débats particulièrement sensibles. Et donc, c'est des règles qui doivent être appliquées à tous les débats avec beaucoup de rigueur. Madame Tocqueville, vous avez eu réponse à vos questions. Monsieur Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Trois points. On sort de la séquence Notre-Dame-des-Landes où la CNDP a joué un rôle. Elle a participé d'un débat qui s'est encore plus durci. D'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'elle a participé de l'abandon du projet, puisque au lendemain de la consultation, les uns et les autres étaient encore plus radicalisés. Est-ce que vous avez prévu de tirer un bilan de la manière dont la CNDP est intervenue sur ce débat, puisque de toute évidence, si on considère, comme vous l'avez dit, que la CNDP doit apaiser le débat public, là on est sorti de la séquence CNDP avec des gens plus radicalisés d'un côté comme de l'autre. Donc est-ce que vous avez prévu d'en tirer le bilan? Et puis pour vous aider à participer à en tirer le bilan, pour avoir quand même rencontré beaucoup les membres de la CNDP dans cette période-là, puisque vous avez parlé des 25 membres, qui sont finalement un éventail de la pluralité des positions et des avis dans la société. On a bien vu que les membres de la CNDP sur ce débat en particulier ne sont pas positionnés en tant qu'acteurs essayant de construire un débat public, mais en tant que pro ou anti-aéroport, ce qui fait qu'on n'était absolument pas finalement dans la mission de la CNDP, y compris dans les débats internes de la CNDP, de ce qu'on en a compris. Donc ça, c'est un point important. Et deuxième point, vous avez parlé aussi de cette question du garant, qui est évidemment centrale dans la CNDP. Comment vous comptez vous organiser pour finalement que les présidents de débats particuliers ou les vice-présidents soient toujours finalement eux-mêmes dégagés de tout conflit d'intérêts, ce qui est une question importante. Et pour conclure, vous avez dit qu'évidemment vous interdisiez d'intervenir sur le fond, ce qu'on attend a priori de la présidente de la CNDP, mais est-ce que vous vous interdisez aussi d'intervenir sur la forme du débat? Imaginons, c'est un pur cas d'école, qu'on ait un débat dans l'année qui vient sur l'énergie, voire sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, que la CNDP soit déjà à l'œuvre, et d'ailleurs j'aurai l'occasion de travailler avec elle à Nantes, et que l'État, lui, ne fournisse pas la PPE qui est censée être le socle du débat qu'organise la CNDP. C'est un pur cas d'école. Est-ce que vous vous autorisez à dire « je considère que sur la forme, j'ai une difficulté dans les éléments qui me sont donnés de la part de l'État » ou est-ce que votre réserve va aussi votre devoir de réserve va aussi sur la forme? Merci, monsieur le sénateur, de l'ensemble de ces questions. Mais vous avez raison de poser les questions délicates, comme d'ailleurs les autres questions qui m'ont été posées. Sur Notre-Dame-des-Landes, alors sur Notre-Dame-des-Landes, comme sur l'ensemble d'ailleurs des projets, comme je le disais tout à l'heure pendant mon intervention préliminaire, ce qui est assez
frappant, c'est qu'en fait, on n'a pas évalué le travail de la CNDP. Je serais incapable à ce jour de vous dire sur les 240 saisines qui ont été reçues par la CNDP depuis sa création, sur quels sujets elles ont porté, pourquoi on en a rejeté certaines et pas d'autres. Le rapport du Conseil d'État en 2011 avait fait un bilan qui était extrêmement intéressant, mais depuis, on n'a pas refait ce bilan. Et de la même manière, il manque une évaluation plus régulière, notamment sur les gros débats voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est quand même important en tant qu'autorité qu'on s'améliore systématiquement et qu'on fasse notre propre autocritique. Et en l'occurrence, que ce soit vrai ou pas, parce que moi je ne veux pas être partie prenante, mais que déjà les acteurs locaux et notamment que les acteurs politiques aient eu le sentiment que la CNDP sur Notre-Dame-des-Landes était partisane, montre déjà qu'il y avait un problème. Que ce soit vrai ou pas, ça montre déjà qu'en termes de méthode, ça a été vécu comme un sujet. Donc ce retour d'expérience et cette évaluation à faire me semble extrêmement importante. Après, il faut effectivement voir avec qui on l'a fait, qui l'a fait, puisqu'il faut que ce soit quelqu'un aussi qui soit garant de son impartialité. Le deuxième élément pour les garants et qui renvoie aussi à la première question, la CNDP a justement été confrontée à cette suspicion de conflit d'intérêts et de prise de position. C'est la raison pour laquelle elle a adopté une charte de déontologie qui a été en partie reprise et publiée dans le règlement intérieur qui est au journal officiel. Et c'est important que ces dispositions soit aujourd'hui élargie, comme je le disais tout à l'heure, à l'ensemble des représentants, que ce soit les garants ou les personnes que nous allons nommer comme présidents des commissions particulières ou leur équipe. Et à cet égard, jusqu'à présent, souvent, en fait, le président des commissions particulières était proposé par le président de la CNDP et soumis à un vote de la CNDP. Il me semblerait intéressant qu'on ait une forme de jury préalable sur les présidents de commissions particulières de débat public pour que l'ensemble des membres de la CNDP, et qu'on ait plusieurs candidats, pour que l'ensemble des membres de la CNDP, justement, puissent juger de leur impartialité. C'est-à-dire qu'on creuse un peu, qu'on commence à fouiller. Dès lors qu'on a plus aujourd'hui de compétences et qu'il y a plus d'attentes à l'égard de la CNDP, il est logique qu'on soit plus exigeant sur notre fonctionnement interne. Et sur la forme, sur l'organisation des débats, là non, c'est quand même le rôle et du président et de la CNDP d'ailleurs dans son ensemble, au contraire, d'être vigilant sur la forme. Si la Commission considère que l'ensemble des informations n'ont pas été fournies, il est important peut-être pas qu'elle le dise, mais en tout cas qu'elle fasse en sorte que le débat commence quand l'ensemble des informations les plus objectives et compréhensibles possibles soient fournies pour que le débat puisse commencer. En l'occurrence, sur la PPE, puisque c'était de manière presque indirecte la question que vous posiez, sur la PPE, les modalités d'organisation du débat ont été publiées hier soir et il semblerait que le président de la commission particulière estime que l'ensemble des informations ont été fournies par le gouvernement. Est-ce à dire que vous considérez qu'il faudrait éventuellement faire un audit du fonctionnement de la CNDP pour pouvoir modifier certaines pratiques, certaines règles relatives au fonctionnement ou à l'organisation? Un audit, c'est peut-être un terme un peu dur, mais en tout cas une évaluation déjà. Mais ça semble assez. Non, mais ça semble assez légitime. La CNDP existe quand même depuis maintenant assez longtemps. Il y a l'ordonnance a vraiment amplifié ses pouvoirs et ses compétences. Je trouve que ce serait assez logique. Et d'ailleurs, le Conseil d'État aussi l'avait souligné. Ce serait assez logique qu'on puisse évaluer notre organisation du débat, en tirer ce qu'on appellerait un retour d'expérience dans d'autres domaines, faire des REX pour pouvoir effectivement systématiquement s'améliorer. Ça ne veut pas dire remettre en question ce qui a été fait, hein. Loin de là, c'est pas ça l'objectif, mais ça veut dire au contraire essayer d'en tirer le bon et le moins bon pour pouvoir aussi rendre des comptes. En tant qu'autorité administrative, c'est logique, hein, vous votez le budget, donc pour pouvoir rendre des comptes sur le fonctionnement. Merci, Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Votre mission et la mission de la Commission nationale du débat public s'inscrit donc dans le cadre des grands projets d'aménagement du territoire
qui, eux, s'inscrivent souvent dans le temps long des projets. Et ma question donc va être la suivante. Vous avez parlé d'impartialité, d'objectivité, de neutralité. Je vais prendre un exemple qui est celui du débat public qui s'est déroulé, je suis normand, sur le PR de Flamanville. Il s'est déroulé entre 2005 et 2006. Le PR va être mis en service normalement 2018-2019 et ainsi de suite. Le coût initial du projet était de 2,8 milliards et il est à l'heure actuelle à 10,5 milliards. Ça veut dire que les conditions initiales, entre guillemets, du débat public ont été modifiées par le temps. Ça peut s'expliquer, hein. Je ne remets pas du tout en cause le projet, mais néanmoins, je constate une chose, c'est que les conditions initiales qui ont prévalu pour que l'objectivité, pour que la rationalité et l'impartialité puissent présider à ce débat ont été considérablement modifiées par le projet lui-même du fait de son évolution dans le temps long de l'histoire. Donc ma question est la suivante. C'est vrai que la CNDP intervient, je dirais, en amont, en ex ante d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que le débat public devrait se prolonger et se poursuivre en évaluation post-ante pour dire, bah oui, voilà un peu les considérants, les attendus qui avaient été présentés à la population, qui ont été livrés dans le cadre de ce débat. Est-ce que ces objectifs ont été atteints et si oui ou sinon, ben, pourquoi ont-ils été modifiés? Merci, monsieur le sénateur. C'est une question qui a notamment été posée dans le cadre des ordonnances, puisque le constat a été totalement partagé sur le fait que les temps des projets, et notamment des grands projets, peuvent être extrêmement longs et que les conditions du débat initial ne sont pas les conditions de la décision finale. Alors, les débats publics, tel qu'il est pensé par la CNDP, c'est vraiment sur l'opportunité même du projet. Comme on ferait des budgets base zéro, on fait un projet état zéro, toutes les alternatives possibles, l'opportunité du projet, c'est ça la condition initiale du débat public. Ensuite, en raison de ce temps long, il y a deux difficultés qui se posent. La première, c'est d'être sûr que ce qui a été dit au départ soit toujours pris en considération d'une manière ou d'une autre et qu'on continue à apporter une réponse ou une considération aux opinions. C'est un des principes de la Convention d'Aarhus. Et puis, deuxièmement, où est la pertinence du débat? C'est la raison pour laquelle il a été décidé de systématiquement nommer des garants post-débat qui, justement, auront cette mission de continuer à fournir de l'information, enfin veiller à ce que l'information soit fournie au public et à l'ensemble des parties prenantes. Peut-être soulever d'autres questions, mais le rôle de ce garant et le rôle de ce débat public ne doit pas interférer avec l'enquête publique, qui elle est en aval et qui elle va valider ou non le projet une fois qu'il est finalisé. Donc le garant va poursuivre la démarche, peut-être pas de débat public, mais en tout cas d'information et de transparence, mais il n'ira surtout pas jusqu'à ensuite être une partie prenante de l'enquête publique. Ma question est inspirée par une mauvaise expérience de deux débats publics qui ont été menés près du territoire dans lequel je vis. Deux débats qui se sont étalés sur une dizaine d'années, qui aboutissent à un échec de la conciliation entre deux politiques qui sont pourtant essentielles pour l'avenir de notre pays, à la fois les énergies marines renouvelables et à la fois la protection des milieux marins. Et on aboutit... Personne ne peut être hostile à la protection des milieux marins et à la protection des pêcheurs, de la vie des pêcheurs, et personne ne peut être hostile au développement des énergies renouvelables compte tenu de la décarbonation nécessaire de nos énergies. Et pourtant, malgré deux débats publics qui ont duré dans le temps, on a abouti à un échec qui a amené le gouvernement à changer la procédure d'adoption d'un avis conforme qui était confié au conseil de gestion du parc marin et à le transférer au conseil d'administration de l'Agence pour la biodiversité. Dans un cas, l'État n'était pas majoritaire, c'est le conseil de gestion du parc marin. Dans l'autre cas, l'État était majoritaire, c'était le conseil d'administration. Donc il y a un double sentiment de frustration épouvantable sur le terrain, qui est le résultat d'un débat public de deux débats publics qui ont été ratés. On peut le dire, il y en a eu. C'est d'ailleurs intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur la réflexion qu'il faut mener sur les côtés positifs et les côtés négatifs. Et d'autre part,
la solution pour en sortir. Alors, je vois, et je voudrais avoir votre sentiment sur cette opportunité. En 2015, l'autorité administrative avait préconisé que, d'une part, on puisse donner à la CNDP une mission de conciliation. Et je pense que c'est un sujet qui est important quand c'est un sujet extrêmement conflictuel. Il faut essayer de regarder s'il y a des voies de conciliation, surtout quand les sujets sont importants. Et ensuite, encourager les contre-expertises indépendantes de celles d'ouvrages ou des porteurs de projets qui sont effectivement également des garanties pour l'opinion publique que la contre-expertise d'intervenants indépendants est quelque chose qui est essentiel dans la crédibilité. Ces mesures ont été préconisées sous des formes un peu différentes de celles qui étaient dans la préconisation de 2015 ont été décidées par l'ordonnance et par le décret. Donc je m'en réjouis, je voulais savoir quel était votre point de vue sur ces opportunités d'élargissement finalement des pouvoirs de la commission du débat public sur les sujets les plus délicats. Merci Monsieur Bignon. Madame Jeannot. Merci, monsieur le sénateur. Bon, donc il va vraiment falloir faire des évaluations. Sur les deux dispositions qui ont été votées dans le cadre des ordonnances, la première, c'est la possibilité de demander des expertises alternatives ou complémentaires, peut-être plutôt que contre-expertise. Effectivement, ça, c'est vraiment une nécessité, ne serait-ce que pour rassurer parfois et pour garantir l'objectivité de l'ensemble des informations qui sont transmises. Donc ça, cette disposition-là, elle me semble, elle est très simple à appliquer. Enfin, on voit assez bien, on voit assez bien comment la mettre en œuvre. La deuxième disposition sur le dispositif de conciliation et la mission de conciliation qui a été votée. Celui-ci me semble radicalement nouveau par rapport à la mission habituelle de la CNDP, oui, qui justement n'était pas elle était en cartographie, elle n'était pas en recherche de comment on rapproche potentiellement les points de vue. Alors, je pense que il va falloir un peu de temps pour la mettre en œuvre. Il faudra qu'on s'en reparle, je pense, parce que il faut rester dans les missions de la CNDP. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, aller plus loin et aller interférer avec des pouvoirs, parce que les pouvoirs de conciliation sont quand même des pouvoirs fondamentalement politiques. Donc pouvoir dire, aller identifier dans les arguments ce qui pourrait demain, effectivement, et après avoir approfondir avec les parties prenantes pour trouver les points où on a des points de vue qui peuvent se retrouver, d'accord ? La conciliation qui dit aboutir à un document, voilà sur quoi nous sommes d'accord, je ne suis pas sûre que ce soit le rôle de la CNDP. Donc il faudra, dans la mise en œuvre de cette disposition, mais c'est un peu tôt pour vous en parler parce que vous imaginez bien que je n'ai pas eu la possibilité de creuser complètement ces sujets. Dans la mise en œuvre de cette disposition, celle-ci me semble vraiment radicalement nouvelle par rapport, potentiellement très nouvelle par rapport aux missions initiales de la CNDP. Bien, merci. Monsieur Fouché. Monsieur le Président, merci beaucoup. Moi, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre exposé. Je sais, Madame Joanneau n'était, Monsieur le Président, je vous contredis simplement, avec respect, n'était pas directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Elle était directrice de cabinet du préfet de la région Poitou-Charentes. C'est pas la même chose, qui est plus important. Bon, simplement... J'adresse mes excuses à Madame Joanneau. Tout ça pour vous taquiner un petit peu. Voilà, simplement, je voudrais avoir quelques éléments que je n'ai pas. Quel est le budget de la Commission aujourd'hui ? Avec les textes que nous avons votés, la Commission de débat public, il y aura plus de transparence, plus de facilité de saisine, plus de facilité d'accès. Quelle équipe vous avez aujourd'hui ? Vous avez dû regarder ça. Et est-ce que vous avez une idée des moyens financiers complémentaires dont vous aurez besoin pour répondre naturellement à des demandes de plus en plus importantes ? Je crois que Mme Joanneau a dit qu'il n'y avait pas besoin de sous, que tout allait très bien au niveau budgétaire, si j'ai bien entendu. Allez-y. Merci, monsieur le sénateur. Alors, le budget
Effectivement, j'ai regardé ça. Le budget exécuté en 2017, c'est près de 2 millions d'euros, parce qu'en fait, vous avez une toute petite équipe au sein de la CNDP. C'est une équipe de 7 personnes, grosso modo, mais qui s'appuie en même temps sur des ressources importantes, puisque les garants, il y a 250 garants, et il y a ensuite toutes les personnes qu'on va nommer comme présidents de commissions particulières. Et à ce budget, en réalité, il faut rajouter le fait que les porteurs de projets, eux, financent la concertation. Alors, ils le financent par le biais d'un fonds dédié, d'un fonds de concours. Et donc, il faudrait rajouter à ces 2 millions qui ne sont que le fonctionnement interne, pour l'année prochaine, on estime à presque 3 millions de financement par le porteur de projet pour le débat en tant que tel. Ça va vraiment sur chaque débat particulier ou concertation. Pour l'avenir à venir, le budget initial tel qu'il a été en tout cas voté a beaucoup augmenté, puisqu'il serait près de 3,4 millions d'euros, sauf erreur de ma part. Donc, en tenant compte de l'ensemble de ces nouvelles fonctions. Voilà le budget à ce jour. Et effectivement, il y a quand même il y a les garants qu'il faut indemniser, il y a des délégués régionaux. Enfin, il y a des équipes aujourd'hui avec les nouvelles dispositions qui vont être un peu élargies et des engagements qui vont être élargis. Mais bon, c'est pas une autorité qui a vocation à être pléthorique il n'y a pas de raison. Merci, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, c'était sur le sujet particulier de l'acceptabilité des projets et sur l'information absolument nécessaire et très importante sur des sujets notamment qui nécessiteraient une culture scientifique suffisante. Or, ça n'est pas le cas la plupart du temps dans le public. C'était donc pour vous demander si vous aviez l'intention de porter des efforts particuliers et un accent sur cette problématique-là, sur l'insuffisance de la culture scientifique en général dans la société française et sur certains projets, comme le projet de Bure, CIGEO, et qu'il faudrait accompagner par de l'information. Enfin, moi, ça me paraît très important. Comment également associer le plus de personnes possible, enfin le plus de citoyens, notamment ceux qui vivent sur les territoires qui sont concernés par les projets, parce qu'il me semble, maintenant j'ai peut-être des informations insuffisantes aussi à ce sujet-là, il me semble qu'en général, le public ne se déplace pas tant que ça pour les débats quand ils sont organisés, et c'est dommage parce que ce serait le lieu où il pourrait s'informer. Alors comment faire pour mobiliser le public, notamment le public qui est directement concerné par le projet? Voilà, merci. Madame Jeannot. Merci Madame la sénatrice. Sur le premier point sur l'information, alors juste un petit point de vocabulaire. J'utilise le terme de faisabilité du projet plutôt que d'acceptabilité, parce que comme on est très en amont, dans la phase de projet, en fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de repérer ce qui est faisable, pas faisable, qui est impacté, pour qui ça devient vraiment... Il y a des personnes qui n'ont pas, en fait, pas de capacité d'adaptation. Vous engagez un grand projet, il y a des personnes pour qui il n'y a pas d'alternative possible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la loi Grenelle 1, il y avait un dispositif, il y avait un droit à l'alternative qui avait été reconnu. On n'a pas pu le mettre en œuvre, mais en tout cas, le principe avait été reconnu. Sur l'information, c'est un des objectifs fondamentaux de la CNDP, de diffuser non seulement une information la plus transparente et objective, mais surtout compréhensible par l'ensemble des citoyens. Donc il y a un travail rédactionnel énorme
qui est fait au sein de la commission pour justement retravailler cette information pour qu'elle soit compréhensible. Sur des sujets d'une très grande complexité, parce que évidemment il y en a, l'organisation de systèmes comme ce qu'on appelle les conférences de citoyens ou conférences de consensus, qui consistent en fait à identifier ou à tirer au sort ou à sélectionner des citoyens et à les former pendant une période donnée, à les faire travailler ensemble mais suffisamment longtemps pour qu'ils puissent comprendre l'ensemble des enjeux et ensuite exprimer un avis sur les projets les plus complexes. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Et en l'occurrence, vous citiez Bure-Cigéo, c'est un endroit où le débat public n'a pas été possible. Il y avait des opposants qui ont refusé que le débat public se tienne. Et là, en l'occurrence, ce système-là, comme la possibilité de pouvoir diffuser l'information par la presse locale, a permis l'organisation de débats. Ensuite, il y a l'éternel débat autour de l'utilisation d'Internet et du numérique pour élargir le champ de la participation, parce que dans les débats publics comme dans les enquêtes publiques, le vrai sujet, c'est que on a du mal à élargir et on a du mal à ne pas. Il y a des experts du débat public et des enquêtes publiques et tout le monde ne vient pas participer. Le numérique a un gros défaut que vous travaillez particulièrement dans cette commission, qui est la fracture numérique. Qui fait que c'est un outil qui ne peut en aucun cas se substituer à un débat public, à un débat physique, à un débat avec d'autres modalités. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, et la CNDP a quand même une grosse expérience, et elle travaille aujourd'hui avec d'autres instituts, on arrive à trouver des voies d'organisation de débats publics les plus diversifiées possibles pour qu'à chaque projet, en fonction des particularités de chaque projet, que ce soit sa technicité, sa conflictualité, on arrive à trouver des méthodes de participation du public. Merci beaucoup. Madame Cartron. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, moi, je voudrais vous interroger sur une question peut-être de fonctionnement ou de positionnement de la CNDP par rapport à une autre structure qui est le CESE. Et par rapport justement au vœu qu'a émis le président de la République de voir le CESE être un outil pour l'organisation de consultations publiques, comme il l'a dit, sur tout projet de réforme et à sa charge de rechercher la participation du plus grand nombre de participants. Donc, comment voyez-vous la place justement de la CNDP en tant que, alors je ne sais pas, partenaire, coopérateur, impulseur, voire, non, j'ose pas dire concurrent. Non. Donc voilà ma question. Merci Madame la sénatrice. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion cette année d'échanger sur ces réformes, mais c'est passionnant d'ailleurs de voir comment on organise un continuum dans le processus de débat public. En fait, le positionnement tel qu'il est aujourd'hui exprimé est très différent, puisque comme la CNDP aujourd'hui a la possibilité d'organiser des débats publics nationaux, alors sur un champ qui est limité, puisque c'est sur le champ des politiques publiques qui ont un impact sur l'environnement et l'aménagement du territoire, donc c'est pas sur tous les sujets. Et d'autre part, il est clair, et la loi d'ailleurs a été, dans le cadre des ordonnances, a été utilement précisée, que la CNDP n'intervient qu'en vraiment très en amont. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas du tout au moment où un projet, une réforme a déjà été pensée. On intervient très en amont sur, on pourrait prendre... Ça avait été le problème sur les nanotechnologies. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat, puisque la CNDP avait été chargée d'organiser ce débat particulièrement conflictuel. Et en parallèle, le gouvernement avait déjà commencé, pardon, j'étais coupable, mais on avait déjà commencé à prendre des orientations. Or, sur les nanotechnologies, ce qui était intéressant dans le cadre d'un débat public en partant, entre guillemets, de zéro, déjà, c'était de donner de l'information sur ce sujet, parce que derrière nanotechnologie, on met des choses extrêmement différentes et extrêmement variables. Et du coup, de pouvoir ensuite un peu cartographier les opinions pour ensuite élaborer potentiellement un projet de réforme ou un projet de plan. Le CESE, tel que c'est exprimé par le président de la République, intervient plus loin, plus en aval,
plus proche de ce que serait déjà un plan national, un projet de loi, donc beaucoup plus en aval. Donc on n'est pas a priori en concurrence, ne serait-ce que déjà notre champ d'action sur le débat public national est beaucoup plus limité, et puis d'autre part il intervient en amont. Par contre, ce qui est certain et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une énorme expertise à la CNDP. Il y a une énorme expertise sur comment on peut organiser des débats publics, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Une des vice-présidentes est italienne, donc elle a pratiqué en Italie, elle a beaucoup de relations avec le monde des chercheurs. Et donc, à cet égard-là, l'expertise de la CNDP peut être très utile. Et d'ailleurs, elle intervient aujourd'hui en accompagnement de ce qui était l'ancien FGMAP, donc pour la réforme de l'État, pour justement la réforme et l'organisation de débats publics, mais juste en tant qu'expertise et conseil. Merci. Monsieur Cornu. Oui, par rapport à toutes les explications que vous avez pu donner, je n'ai pas encore bien cerné finalement le rôle du président de la CNDP. J'ai bien compris qu'il y avait donc 7 membres permanents. Il y avait 25 membres sur le terrain. Le président ne s'occupe pas de dossiers concrets de terrain. Est-ce que le président est à la fois président et directeur, ou est-ce qu'il est assisté d'un secrétaire général qui a la fonction de directeur? En fait, quel est le rôle, au-delà d'une caution morale, qui est importante d'ailleurs, de respect et d'impartialité entre finalement des dossiers d'environnement et d'aménagement du territoire, parce que souvent c'est difficilement conciliable. Donc au-delà de cette caution morale du président de la CNDP, quel est le rôle effectif de président? Merci. Alors la CNDP, en fait, c'est 25 membres permanents de la Commission nationale au niveau national. Et ensuite, effectivement, il y a sur les débats particuliers des présidents de commissions particulières avec des équipes et ensuite l'ensemble des garants. Donc, le rôle du président, déjà, c'est dans le cadre de l'organisation de cette assemblée de 25 membres qui se réunit tous les mois et qui prend les décisions, qui va arbitrer sur qui on nomme comme président de commission particulière, quelle équipe on nomme autour de lui. Est-ce que les dossiers sont complets? Est-ce qu'on peut effectivement lancer un débat? Est-ce qu'on valide les modalités d'organisation de ce débat? Donc le rôle du président, typiquement, c'est de présenter les candidats à la présidence des commissions particulières, c'est de faire en sorte que les dossiers qui seront soumis ensuite à des débats ou à des concertations soient les plus complets possibles. Donc c'est de veiller au respect de l'ensemble des règles que s'est fixé la CNDP. Ensuite, il a un rôle effectivement de fonctionnement interne sur l'ensemble de la CNDP. C'est lui qui nomme les membres, alors les membres là permanents, la petite équipe de la CNDP qui assure le budget, aujourd'hui on a des processus de passation de marché public donc auxquels nous sommes contraints. Il y a une personne qui a un rôle de secrétaire général qui est avec le président pour le fonctionnement interne, typiquement les rédactions de marché public. On en reparlera des marchés publics, mais en aparté. Parce que quand on est dans le privé, qu'on répond à des marchés publics, on s'arrache les cheveux. Bon, donc juste, voilà, ça c'était une aparté, c'est pas la peine de le mettre au procès verbal, mais toujours est-il que le rôle du président, effectivement, il ne peut pas, pour des raisons de déontologie, présider des commissions particulières, a priori, mais par contre, il a vraiment ce rôle de faire en sorte que quand on décide, dans le cadre de la CNDP, si les projets sont prêts, si les modalités sont validées, de faire en sorte effectivement que tous les éléments soient réunis. Merci. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Vous aspirez à présider une AI. Elles ont été évidemment sur la sellette au niveau de la Cour des comptes, vous le savez, et également dans cette maison, puisqu'il y a eu un rapport sur les AI, sur les 40 AI, il y en a une quarantaine en France, sur les AI. Ce rapport était présidé, enfin cette commission d'enquête était présidée par Marie-Hélène Deségo et il y avait pour rapporteur Jacques Mézard. Il y a eu quand même énormément de surprises lors des auditions sous serment, puisque nous étions en commission d'enquête.
avec véritablement une opacité de fonctionnement des AI. Et on avait trouvé ça à l'époque, je faisais partie de cette commission d'enquête, particulièrement surprenant et désagréable. Alors c'est vrai que les gouvernements qui se sont succédés ont créé tous des AI, peut-être pour se désengager d'un certain nombre de responsabilités, et puis aussi parce qu'il y avait des AI qui avaient toute leur pertinence, notamment dans les fonctions qui sont les leurs. Ceci dit, le rapport prévoyait, ou proposait, plus exactement proposait, la suppression de 20 AI sur 40, donc quasiment de la moitié. Je voudrais le rappeler quand même. Et ce qui nous avait encore une fois marqué, c'était véritablement l'opacité. Alors vous aspirez à être présidente d'une AI, vous engagez-vous devant cette commission, sans que ça soit obligatoirement une commission d'enquête, à une transparence du fonctionnement de votre AI. Merci beaucoup. Oui, je sais même que la CNDP était sur la sellette. Ça ne m'aura pas échappé. Non, le principe de une AI, alors en particulier la CNDP, qui demande la transparence sur l'ensemble des informations transmises dans le cadre des débats, c'est assez logique qu'elle soit aussi transparente sur son budget, son mode de fonctionnement. On est indépendant dans la mesure où les décisions que nous prenons d'organiser un débat, de valider les informations transmises, sont indépendantes. Ça ne veut pas dire qu'on échappe aux règles de fonctionnement dans l'ensemble des institutions publiques, que ce soit les règles budgétaires, que ce soit l'ensemble des règles. Donc honnêtement, pour moi, les deux débats sont distincts. Indépendant ne veut pas dire opaque. Y compris dans les rémunérations. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, reste à vérifier, mais ça, je n'ai pas encore pu le faire parce que je ne me suis pas permise d'aller prendre rendez-vous avec les uns et les autres avant d'être passé devant la commission. Reste à savoir si ce qui devait être acté par un document, alors en l'occurrence, je crois que c'était un décret, l'a été. Je ne sais pas. Monsieur Jacquin, je ne sais pas si votre question est toujours... Oui, merci. Je voudrais à la fois témoigner et questionner. Témoigner parce que j'étais membre 8 ans de la CNDP et je me souviens de cette époque de l'évaluation de la CNDP en 2011 où quelque part on pouvait n'en donner pas cher et j'ai vu la belle énergie du duo actuel Lérite-Archimbaud. Je ne dis pas pour ressusciter, le terme n'est pas adapté, la CNDP, mais la remettre au goût du jour. Je m'étonne en ce sens de vous entendre parler éventuellement de la nécessité d'un audit, puisque quelque part, éventuellement j'ai dit, ouais, puisque les discussions actuelles sur les ordonnances environnement ont clairement plébiscité le rôle de la CNDP et l'ont renforcé considérablement. J'ai connu une CNDP un peu poussiéreuse où les formes du débat étaient le débat en salle uniquement. Et lorsque vous venez de dire qu'il y avait une vraie expertise du débat public et des techniques variées et diversifiées à mettre en œuvre, je les ai vues apparaître progressivement avec recours au numérique, conférence du consensus, ce qu'on appelait aussi le débat mobile, les résultats d'un débat en salle avec des CSP+, et puis un débat mobile à la sortie d'une gare ferroviaire donne des résultats considérablement différents. Donc le mélange de toutes ces techniques est un point extrêmement important. J'ai pu aussi voir ensuite, en tant que citoyen, pour avoir participé au débat public de l'A31, un débat réussi, que le recours aux contre-expertises, qui était déjà possible, permet de rassurer considérablement le public et puis d'ébranler éventuellement les thèses du maître d'ouvrage. Donc ça, ce sont tous des points à renforcer. Alors je vais poser une question un petit peu... teinté de beaucoup de scepticisme. J'étais 8 ans assiégé à la CNDP et je dois dire que l'assiduité des parlementaires qui représentaient les deux chambres était assez faible. Je suis désolé de m'exprimer comme ça. Moi, ça me questionne maintenant, étant dans cette... dans la Haute Assemblée, la présence des parlementaires. Je sais aussi ce que c'est maintenant l'agenda d'un parlementaire, les contraintes qu'il peut y avoir là-dessus. Ma question sera sur l'ampleur donnée par les ordonnances à la CNDP et la multiplication des débats avec le droit d'initiative citoyen. Il va y avoir besoin, ça demande beaucoup plus de moyens, de garants. Comment comptez-vous mettre en œuvre toutes ces réformes? Merci.
Madame Joanneau. Merci, monsieur le sénateur. Alors, je n'ai pas parlé d'audit. C'est le président qui a utilisé le terme d'audit. Mais avec des guillemets. Avec des guillemets. Qui, à l'oral, n'ont pas été perçus, j'en conviens. Voilà. Non, j'ai utilisé le terme d'évaluation ou de retour d'expérience sur les débats menés. Pour que, effectivement, sur les très gros débats publics qui sont menés, on puisse ensuite en tirer les enseignements, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et vous avez parlé de duo, c'est un trio. Vous avez oublié Hilaria Castillo qui a aussi un rôle assez important puisque en fait le président a 2 vice-présidents à ses côtés et d'ailleurs il va falloir renouveler non seulement le président mais le vice-président aussi puisque Jacques Archimbaud doit quitter ses fonctions très, très prochainement. Donc là aussi, d'ailleurs on pourrait, puisque c'est un trio en fait, qui vraiment pilote, pourrait être intéressant à un moment ou à un autre que le Parlement ait à connaître des vice-présidents, puisqu'ils ont. Le but, c'est d'avoir aussi des expertises qui soient complémentaires entre les uns et les autres. Sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions, alors les garants ont déjà été entre guillemets identifiés et sélectionnés. Il y a eu un jury de sélection qui justement représentait les différentes parties prenantes. Ils ont tous été auditionnés et ensuite ils ont dû suivre une formation pour pouvoir exercer leurs fonctions. Et il y a un principe un petit peu de tutorat entre des garants qui sont plus expérimentés et les nouveaux garants. Donc le vivier existe. Au total, entre les anciens et les nouveaux, il y aura environ 250 garants, ce qui fait quand même un gros vivier qu'il va falloir animer pendant plusieurs années. Et une des dispositions était justement d'envisager des délégués régionaux de la CNDP pour pouvoir animer et suivre les garants région par région. Dernière question, Madame Vullien. Oui, merci, Monsieur le Président. Le micro. Oui, Madame, vous avez sans doute vu, tout comme nous, que le rapport Duron préconisait pour l'agglomération lyonnaise, pour la métropole de Lyon, un nouveau débat public, une nouvelle CNDP. Moi, j'ai le sentiment, depuis plus de 20 ans que je suis maire d'une commune de la métropole, que des CNDP, on en a vu plusieurs. J'ai été auditionnée à la fois sur le ferré, sur le routier. Sincèrement, j'ai eu le sentiment qu'ils bottaient en touche en disant c'est tellement compliqué entre le nœud ferroviaire, les contournements à l'est, à l'ouest, chacun se renvoie la balle, l'anneau des sciences qui a déjà bien. Est-ce qu'à un moment donné, on n'utilise pas la CNDP plutôt que de dire là, c'est un problème de gouvernance et il faut y aller? Parce qu'à un moment donné, d'aller de CNDP en CNDP qui n'aboutissent pas ou qui aboutissent, je me souviens, il y avait eu un débat conjoint sur le routier et le ferré. C'était pas une bonne idée de faire les deux en même temps. Donc, il y a eu des réunions, des plénières, des ateliers, tout ce qu'on veut. À un moment donné, est-ce que sur le territoire, une fois qu'on a fait le débat public, est-ce qu'il n'est pas un petit peu vain de refaire toujours des débats publics? Alors, moi, je parle de quelque chose qui a duré 20 ans, mais il y a des endroits où ça dure beaucoup plus. Alors, effectivement, au bout de 20 ans, les choses changent. Les prix, un collègue a évoqué des prix qui grimpent, effectivement. Mais à un moment donné, où est-ce qu'on s'arrête ou quel jeu on joue quand on redemande encore, vous allez me dire, c'est pas de vous, mais pourquoi le rapport Duron redemande encore une Xème CNDP? Voilà. Voilà. Merci. Merci, Madame la sénatrice. Il serait plus à même de répondre que moi sur le pourquoi il l'a écrit, mais j'ai beaucoup insisté justement sur cette nécessité de ne pas confondre les rôles de la CNDP et du décideur public, premièrement. Deuxièmement, les débats publics coûtent cher. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette réalité purement financière. C'est qu'il faut organiser des débats publics quand vraiment, effectivement, il y a une nécessité, qu'ensuite on est dans un processus de décision et que le fait d'avoir nommé des garants qui, justement, après un débat public, assurent la continuité jusqu'à la réalisation du projet, ça évite ensuite de dire on va refaire un débat public, parce que des débats publics, ça peut monter à 1 million, voire 2 millions d'euros. Donc c'est quand même extrêmement cher pour le porteur de projet. Et donc la solution qui a été envisagée dans le cadre des ordonnances, de systématiquement avoir un garant pour la continuité du débat public, me semble éviter ce type d'écueil qui serait que
on pourrait être tenté parfois de réorganiser sous quelque forme que ce soit, pas nécessairement via la CNDP, des débats publics parce que c'est compliqué de trancher, quoi. Bien, mais écoutez, je crois qu'il n'y a plus de collègues sénateurs qui souhaitent vous interroger, donc il me reste à vous remercier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vous raccompagner, demander aux personnes siégeant dans cette salle et qui ne sont pas sénateurs de se retirer pour que nous puissions passer au vote. Voilà pour l'audition de Chantal Joanneau qui s'est donc exprimée devant les sénateurs de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, présidée par le sénateur UC Hervé Moret. Chantal Joanneau qui est donc auditionnée en vertu de l'article 13 car elle est la candidate de l'Élysée pour devenir présidente de la Commission nationale du débat public. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.